Pour mieux comprendre les enjeux derrière la grève étudiante au Québec, le 360 a interviewé Jeanne Mallet. Elle est professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université Aix-Marseille. Elle nous a rencontrés dans ses bureaux de Lambesc et nous a expliqué un peu ses impressions de chercheuse française sur le conflit québécois. Au Québec, depuis la mi-février, les étudiants ont entamé une grève générale illimitée pour contester la décision du gouvernement d'augmenter de 75% les frais d'inscription à l'université. C'est le plus long conflit étudiant au Canada. Madame Mallet, vous êtes professeure ici à l'Université de Provence. C'est quoi votre perception de la crise québécoise? Oui, je vous avoue que je n'ai pas tous les éléments pour bien diagnostiquer ce qui se passe, mais vu d'ici, vu de la France, nous avons été très étonnés, puisque le Québec est une terre de négociation. Et aussi, nous connaissons bien les universités, les universitaires. Jusqu'à présent, je voyais que c'est un système qui fonctionnait plutôt bien, avec des souplesses de négociation. Mais quand j'ai vu la détermination du mouvement et sa durée, je me suis renseignée. Et quand j'ai vu l'augmentation de 500 €, je crois, par an sur 6-7 ans, j'ai compris qu'en fait, il y avait un tournant plutôt brutal vers une politique libérale qui n'était pas du tout adaptée à la perception qu'avait la population, la jeunesse d'abord, mais certainement leur famille, puisque j'ai vu que la population avait soutenu largement cette grève étudiante, ces manifestations qui, au demeurant d'ailleurs, se sont passées, à mon avis, avec joie et discipline et détermination. Parce que le gouvernement, en fait, libéral au Québec, propose aux étudiants de collaborer davantage aux frais d'éducation, parce que ça se trouve à être un service de l'État aux citoyens. Ils doivent collaborer leur juste part. Vous pensez quoi de ce genre de modèle-là? Je pense que c'est aussi légitime que les étudiants participent et leurs familles, parce qu'il faut voir que quand on fait des statistiques, on s'aperçoit malgré tout que les étudiants viennent simplement de certaines couches de la population en termes de catégories socio-professionnelles. En France, par exemple, dans un certain nombre d'universités et de grandes écoles, les étudiants ne payent pas des frais de scolarité et même sont payés, alors qu'à 95%, ils viennent des 10% les plus aisés de la population. Par exemple, à l'école polytechnique, dans un certain nombre à l'école normale supérieure, etc., il n'y a pas de frais de scolarité et les étudiants ont en plus des indemnités. En fait, c'est des subventions déguisées aux catégories les plus aisées de la population. Alors, il faut faire attention, effectivement, qu'on ne fasse pas supporter le coût de l'enseignement supérieur aux catégories les plus faibles, les plus défavorisées, alors que leurs enfants n'en bénéficient pas. Mais de là à emboîter le pas à une politique libérale, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que surtout pour le Québec, qui est un pays d'immigration choisie, il faut donner sa chance à la deuxième, la troisième génération, c'est très important, et des frais de scolarité trop importants vont freiner cette intégration dans l'enseignement supérieur des nouvelles couches d'immigrants, etc. Les deux grands chevaux de bataille au Québec, c'est l'endettement étudiant et l'accessibilité aux études. Est-ce que c'est des chevaux de bataille qui sont aussi présents en France? Est-ce que la situation peut ressembler? Non, parce qu'en France, nous avons un système très différencié avec des grandes écoles, des écoles de commerce, des écoles de commerce d'ailleurs au demeurant assez chères, des écoles d'ingénieurs où il faut quand même quelquefois payer des droits d'inscription, et pour le moment des enseignements universitaires qui en formation initiale ne sont pas très coûteux. Mais le débat en France est un petit peu biaisé par, en fait, les systèmes sélectifs sont hors système universitaire, hormis bien sûr médecine, droit et pharmacie qui restent des systèmes très sélectifs, mais au demeurant avec effectivement des frais d'inscription assez faibles. Alors, l'endettement étudiant, c'est pas un enjeu, quelque chose qui peut faire sortir les étudiants dans les rues ici en France? Bien, le gouvernement français se garde bien d'augmenter les frais d'inscription
parce que je crois que de toute façon on est très très loin de la pensée d'appliquer une telle politique qui ferait sortir bien sûr non seulement les étudiants mais les enseignants dans la rue. Donc heureusement de mon point de vue, et je voudrais revenir sur les finalités, les objectifs. L'enseignement supérieur est là pour soutenir le développement à la fois économique du pays, mais aussi le développement de la société et la finalité d'un système éducatif, c'est le développement intellectuel, mais c'est aussi le développement de la vie sociale. Et donc les universités doivent absolument ne pas être excessivement axée sur une politique libérale avec une sélection par l'argent, car alors il y a tout un pan de la société qui serait abandonné. Des enfants issus des catégories moyennes ou des catégories ouvrières ne pourraient pas avoir accès à l'université, car leur endettement serait hors de portée. Ils ont déjà du mal, et on le voit en France déjà, les étudiants ont du mal à survivre. Ils travaillent, ils ont des petits boulots dans la restauration ou dans le babysitting ou dans les emplois de vente. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, ils ont du mal à suivre leurs études. On fait beaucoup référence à mai 68 quand on parle de la grève étudiante ici dans les médias français. Est-ce que vous voyez des similitudes? Mai 68 était dans une période d'euphorie économique, de contexte où l'Europe et les États-Unis et la jeunesse avaient une perspective de plein emploi, d'augmentation de revenus d'une génération sur l'autre. Non, cette grève au Québec se passe dans un contexte qui n'est pas totalement désastreux puisque le Canada est encore en plein développement, etc. Mais dans un contexte mondial de crise, un contexte de chômage, non, c'est pas tout à fait, mais il y avait un côté qui m'a beaucoup frappé, à la fois de détermination et de joie, et de collectif, un esprit collectif qui, effectivement, j'ai pu, en ce qui me concerne, j'ai l'âge d'avoir fait mai 68, m'a rappelé totalement mai 68, par ce côté collectif, joyeux et déterminé. Pensez-vous qu'une manifestation, qu'une grève étudiante peut amener des changements sociaux plus profonds? Bien entendu, toute grève d'ailleurs, hein. Les grèves, de toute façon, les grèves, et d'ailleurs même en Allemagne, qui est un pays extrêmement discipliné, actuellement le gouvernement allemand ne voulait pas trop répondre aux augmentations de salaire. Les syndicats ont recouru à la grève, ce qui est extrêmement rare en Allemagne, et tout de suite les salaires ont été ajustés. C'est-à-dire le recours à la grève, c'est aussi un rapport de force, et c'est sain. Ainsi fonctionne la démocratie, et d'ailleurs dans notre législation, le droit à la grève est inscrit clairement. Alors il vaut mieux que de part et d'autre, les négociations soient ouvertes, mais c'est un ultime recours. Et quand ça se passe avec la joie, la discipline et la responsabilité du collectif, comme au Québec, je pense que ça a d'autant plus d'effet. Et merci beaucoup, Madame Mallet. Merci à vous et bonne chance pour l'ensemble du Québec et du système universitaire québécois. Je suis sûre que l'issue sera positive rapidement.